Le commandement stratégique a alors trouvé une astuce ingénieuse. Le lancement d'un missile nucléaire nécessitait l'approbation du Parti du travail de Corée. Si Kim Jong-un est absent et que Kim Yo-jong et le haut commandement nord-coréen approuvent, le missile nucléaire sera lancé. Autrement dit, si un centre est neutralisé, le missile ne sera pas lancé. L'armée sud-coréenne a retrouvé tous les membres du cabinet nord-coréen grâce aux informations de la Nouvelle-Corée. Ces informations concordaient avec celles reçues des États-Unis, poussant l'armée sud-coréenne à planifier l'élimination totale de la direction nord-coréenne. C'était pour empêcher toute riposte. Le commandement stratégique a affirmé s'être bien préparé et être digne de confiance. Et l'atmosphère dans ce bunker est soudainement devenue solennelle, comme si tout le monde attendait le jugement de l'histoire. L'armée sud-coréenne voulait détruire les armes nucléaires nord-coréennes avant d'avancer. La simple existence des armes nucléaires nord-coréennes menaçait l'armée sud-coréenne, d'où la nécessité de les éliminer avant d'avancer. La Corée du Sud cherchait depuis longtemps à contrer les armes nucléaires nord-coréennes, envisageant d'abord de cibler leurs installations ou missiles par des attaques. Cependant, l'augmentation et la diversification des moyens de lancement nucléaire de la Corée du Nord ont rendu cette option difficile à appliquer. La Corée du Nord dispose de centaines, voire de milliers de missiles balistiques sol-sol et de nombreux lanceurs mobiles. Éliminer à 100% tous les moyens de lancement nucléaire répartis sur l'ensemble du territoire nord-coréen était en réalité pratiquement impossible. Si un seul moyen de lancement nucléaire survivait, et qu'une arme explosait en Corée du Sud, les dégâts seraient si importants que le pays aurait du mal à y faire face. C'est pourquoi j'ai changé d'avis. J'évoque une autre manière de supprimer les armes nucléaires. Si on ne peut pas éliminer les moyens d'attaque, il suffit de supprimer celui qui ordonne l'attaque. Le système nucléaire nord-coréen est peu connu, et ne peut être lancé qu'avec l'accord de Kim Jong-un et du ministère de la Défense. Kim Jong-un parti. Kim Yo-jong a hérité de l'autorité nucléaire. Si Kim Yo-jong ou le ministère de la Défense disparaît, une attaque nucléaire devient impossible. Fait notable, Kim Jong-un redoutait qu'en cas de problème, le pouvoir de lancer une attaque nucléaire passe à une autre personne. Cela a beaucoup aidé la Corée du Sud. En cas d'incapacité de Kim Jong-un, il fallait que les 7 membres de la direction nord-coréenne ainsi que le ministère de la Défense approuvent tous une attaque nucléaire pour que le système soit déclenché. Autrement dit, si Kim Yo-jong venait à mourir, il faudrait que les 7 membres de la direction nord-coréenne ainsi que le ministère de la Défense approuvent tous une attaque nucléaire. Si une seule personne s'y oppose, l'arme nucléaire serait neutralisée. C'est précisément sur ce point que l'armée sud-coréenne a misé. Après avoir éliminé la direction nord-coréenne, le but était de neutraliser les armes nucléaires en supprimant certains de ses 7 membres. Cela s'est passé de façon similaire à la stratégie d'Israël face au Hezbollah et à l'Iran. Ainsi, sans la direction nord-coréenne, les opérations militaires seraient plus fluides et il serait plus aisé d'imposer une nouvelle force dirigeante autre que la lignée Paektu en Corée du Nord. L'armée sud-coréenne s'y préparait depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'elle préparait une opération de décapitation visant à éliminer toute la direction nord-coréenne. La Corée du Sud a mis en place une stratégie de représailles massive nommée Korea Massive Punishment and Retaliation. Cette stratégie consiste à acquérir la capacité de mener des opérations de représailles, en bombardant certaines zones de Pyongyang, au point de les anéantir en cas de signe d'attaque nucléaire, et à éliminer le commandement militaire nord-coréen. C'est pourquoi la Corée du Sud a développé des unités de décapitation, des avions d'infiltration à basse altitude et des missiles capables de frapper des tunnels et bunkers très profonds. Grâce aux États-Unis et à la reconnaissance sud-coréenne, nous avons déjà localisé partiellement les zones possibles du commandement militaire. En particulier, en combinant les informations reçues de Sejoson et celles obtenues de Tak Jeonsa, nous avons réussi à déterminer l'emplacement approximatif. Nous nous concentrions sur la localisation de Kim Yo-jong, soit au ministère de la Défense nord-coréen, soit au siège du comité central du Parti du Travail de Corée. Les deux bâtiments avaient des bunkers souterrains, reliés à l'aéroport de Suncheon, au port de Nampo et au mont Myohyang. Surtout, pour se préparer à toute éventualité, des postes de commandement de campagne, des postes de commandement de réserve et des hôpitaux de campagne y étaient installés. Frapper cet endroit serait d'une grande aide pour la conduite future de la guerre par l'armée nationale. Non seulement il s'agissait d'éliminer la direction nord-coréenne, mais aussi de détruire les ressources nécessaires à la conduite de la guerre par la Corée du Nord. L'armée nationale devait donc éliminer la direction nord-coréenne en une seule fois. Aucune erreur n'était tolérée. Heureusement, notre armée nationale avait divers moyens de frappe. L'armée nationale voulait mener une opération préparée de longue date. Ici, toutes les ressources de missiles disponibles ont été mobilisées, y compris le Yunmu 2A, avec une portée de 300 km, le Yunmu 2B, avec une portée de 500 km, et le missile de croisière Yunmu 3, avec une portée de 1000 km. La série de missiles Yunmu comprend plus de 2000 unités offrant une forte capacité de représailles. Les missiles principaux de l'opération étaient le Yunmu 5, le Taurus, et le GBU-28 Bunker Buster. Dans le cas du missile Yunmu 5, il s'agissait d'un missile dont la seule ogive pesait entre 8 et 9 tonnes. Pour le missile Taurus, une charge creuse perce d'abord un trou
Puis l'ogive arrière pénètre plus loin avant d'exploser, remplissant ainsi son rôle de bunker buster. Même situation pour le GBU-28. L'armée sud-coréenne prévoit de tirer de nombreux missiles sur Pyongyang simultanément. Et à peu près au même moment, pour semer la confusion dans les unités de défense aérienne nord-coréennes, des missiles sont également envoyés vers Wonsan, Nampo, Sinpo, Kilju, Chongjin et Wiju. C'était pour semer la confusion et permettre à un missile d'atteindre Pyongyang. Au même moment, l'unité de décapitation sud-coréenne et la Delta Force américaine s'infiltraient à basse altitude vers Pyongyang. Ils se préparaient depuis longtemps pour ce jour. Ils ont utilisé des avions MC-130 et des hélicoptères MH-47 pour s'infiltrer même par mauvais temps. Avec l'aide des États-Unis, ils ont poursuivi leurs activités de renseignement et de reconnaissance. Ces unités visaient à infiltrer Pyongyang après les frappes, éliminer les cibles clés, les armes et s'emparer, si possible, de la mallette nucléaire. La Corée du Sud avait déjà créé depuis longtemps des unités de décapitation, et la 13e brigade des missions spéciales en faisait partie. C'était une unité qui avait mené des entraînements très intensifs, et elle s'est infiltrée à Pyongyang. Comme si le ciel aidait la Corée du Sud, les conditions météorologiques étaient assez bonnes. Il n'y avait pas de mauvais temps, donc ils ont pu se rendre à Pyongyang par avion de transport. La Corée du Sud a lancé une guerre électronique contre la Corée du Nord pour neutraliser sa défense aérienne. Les alliés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et le Japon, ont aidé à neutraliser la défense aérienne nord-coréenne. Sous la direction du Bureau de la Sécurité nationale, une stratégie de neutralisation de l'arme nucléaire nord-coréenne a été mise en place. L'opération Bouclier de la Liberté a commencé dès l'ordre donné sous le code Canon 1. Des centaines de missiles détenus par le commandement stratégique ont commencé à frapper le quartier général suprême de l'armée nord-coréenne, les installations de développement et de stockage d'armes nucléaires, les bases de lancement, les lanceurs mobiles, ainsi que les bases aériennes et sous-marines. Parmi eux, près de 70% des missiles ont commencé à être dirigés vers Pyongyang. Ces cibles étaient le siège du ministère de la Défense nord-coréen et celui du comité central du Parti du Travail de Corée. C'est alors que des missiles ont commencé à pleuvoir de façon folle sur ces deux endroits. C'était le moment où la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud commençait véritablement. La puissance des missiles air-sol Taurus était impressionnante. Fixé au F-15K, le Taurus a frappé avec précision le centre du comité central du Parti du Travail de Corée, à 400 km. Avec une vitesse maximale de 1163 km/h et une portée maximale d'environ 500 km, c'était un missile incroyable capable de frapper avec précision des cibles clés à Pyongyang, en seulement 15 minutes, même lorsqu'il était lancé depuis le sud de la péninsule coréenne. Le missile Taurus utilise une technologie furtive qui le rend indétectable par les radars nord-coréens. Bien sûr, même en cas de brouillage électronique nord-coréen, il pouvait frapper sa cible avec une précision de moins de 3 mètres de rayon. Le missile Taurus aurait atteint le bunker du siège du Parti du Travail de Corée, tuant plusieurs hauts responsables nord-coréens. Les habitants de Pyongyang ont assisté à un bombardement massif. En l'espace d'1 à 2 minutes, des dizaines de bombes sont tombées dans un espace restreint où se trouvaient plusieurs bâtiments. Les personnes qui se trouvaient à proximité ont ressenti une secousse si puissante qu'elles l'ont prise pour un tremblement de terre. La terre elle-même a tremblé. On rapporte qu'environ 200 missiles et bombes ont été utilisés rien que pour bombarder Pyongyang. L'armée de l'air sud-coréenne a bombardé Pyongyang avec des F-15K tirant des missiles depuis la Corée du Sud vers Pyongyang. 25 chasseurs ont détruit le siège du Parti du Travail de Corée et le ministère de la Défense par un bombardement massif. De plus, parmi les armes tirées depuis le sol, le missile balistique tactique KTS-1 et la série Yunmu ont également transformé Pyongyang en un véritable brasier. La Corée n'a jamais essayé de briser sa coquille bombe par elle-même, mais maintenant, elle a commencé à la briser d'elle-même et à en sortir. Quand les missiles venus de Corée ont frappé avec précision Pyongyang et d'autres grandes villes, les villes nord-coréennes ont brûlé. Au même moment, les forces spéciales conjointes Corée-États-Unis ont réussi à être parachutées à Pyongyang, et la scène qu'elles ont découverte était tout simplement choquante. Ils ont constaté la mort de nombreuses personnes, à cause des missiles et bombes. Malgré cela, les forces spéciales devaient poursuivre leur mission. Ils ont été envoyés au ministère de la Défense et au Parti du Travail de Corée pour assassiner Kim Yeo-jong et d'autres dirigeants. Dans la brume glacée, les forces spéciales ayant réussi leur parachutage avancèrent lentement vers les sièges du ministère de la Défense et du Parti du Travail de Corée. Même dans l'obscurité, ils retenaient leur souffle et avançaient prudemment, comme des soldats. Dans le silence, de petits chuchotements se sont succédés et le signal de lancement de l'opération a été transmis. Ils ont repéré les postes de surveillance à l'aide de lunettes thermiques. Mais probablement à cause du bombardement, c'était le chaos. Arrivés au poste, ils ont discrètement neutralisé caméras et détecteurs ennemis autour de la base. Ils ont éliminé les ennemis
et pris le contrôle du poste, puis sont entrés dans les bâtiments du Parti du Travail de Corée et du ministère de la Défense. Avec des gestes hautement entraînés, ils ont repris leur souffle un instant, puis ont éliminé les gardes en un clin d'œil. En fait, ils n'avaient même pas besoin d'utiliser de grenades fumigènes. Les bombardements, les cris, l'effondrement des bâtiments et les incendies rendaient l'endroit très bruyant. Les forces spéciales coréano-américaines se sont discrètement infiltrées à Pyongyang et ont pénétré le bunker souterrain. Ils ont assisté à une scène incroyable. La mort de Kim Yo-jong a été confirmée à cet endroit. Les forces spéciales coréano-américaines ont pris des photos pour preuve. Cependant, c'est aussi l'endroit où, en un instant, un seul missile a tué 13 membres de la haute direction nord-coréenne. Les forces spéciales conjointes coréano-américaines ont également eu la chance de s'emparer de la mallette nucléaire. Les membres de l'unité sont restés calmes, sans montrer d'excitation. Les membres des forces spéciales, ayant accompli leur mission en un instant, se sont rapidement déplacés vers l'endroit où l'hélicoptère spécial MH-47 est arrivé, terminant ainsi leur mission. Succès total. Le commandement nord-coréen presque détruit en une frappe aérienne, grâce à l'aide décisive des États-Unis. Impossible sans l'aide des États-Unis en renseignement, surveillance et reconnaissance. La connaissance exacte du lieu et de l'heure de la réunion du commandement nord-coréen a rendu cela possible. En conséquence, Kim Yo-jong est décédé. Et tous les principaux commandants, dont le ministre de la Défense No Kwang-cheol, le ministre de la Sécurité sociale, le directeur du Bureau de la Sécurité d'État, le commandant de la force de missiles, le commandant de l'armée de l'air et le commandant des forces stratégiques, ont tous été anéantis. L'armée nord-coréenne a donc temporairement perdu sa chaîne de commandement. Comme il n'y avait plus de dirigeants en Corée du Nord, la chaîne de commandement ne pouvait plus être rétablie. Si l'on éliminait les moyens de lancement nucléaire mobile de la Corée du Nord pendant la neutralisation des armes nucléaires, la menace nucléaire nord-coréenne disparaîtrait. Pendant que l'attaque sur Pyongyang se déroulait avec succès, les autres régions attaquées en même temps ont également connu un grand succès. À Nampo, Wonsan, Gilju, Chongjin, etc., l'armée nord-coréenne a subi de lourdes pertes. Même l'armée sud-coréenne ignorait sa propre puissance de feu, qui était incroyable. Mais un événement imprévu est survenu. Des lanceurs mobiles non confirmés ont été détectés par la reconnaissance américaine alors qu'ils tentaient de bouger. La Corée du Sud s'est préparée à intercepter un missile balistique nord-coréen visant des gens. Ils ont tenté de neutraliser le transporteur érecteur lanceur, mais trop tard. Alors ils ont intercepté le missile balistique. Grâce au missile L, Surface to Air Missile, ils ont intercepté de justesse le missile nord-coréen. Alors que la Corée du Sud multipliait les frappes aériennes contre le nord, il semblait que ce dernier avait perdu sa capacité de lancer des missiles vers le sud. D'un autre côté, la Corée du Nord ne s'est pas contentée de se défendre. Après les frappes aériennes sur Pyongyang et les grandes villes, les troupes nord-coréennes, désorientées par l'effondrement de leur commandement, ont finalement attaqué la Corée du Sud. L'île de Yeonpyeong et les zones frontalières ont été gravement endommagées. La Corée du Nord a détruit Yeonpyeong avec des drones et de l'artillerie et de l'artillerie. Un violent grondement a retenti lorsque le bombardement nord-coréen a frappé Yeonpyeong. En quelques secondes à peine, les soldats des Marines se sont précipités vers leur position d'artillerie. Heureusement, ils étaient déjà préparés et ont pu répondre à l'attaque nord-coréenne. Les obus pleuvaient comme des éclairs et des explosions retentissèrent de toutes parts. Les Marines, couchés et tête baissée, analysaient les points de tir et préparaient une contre-attaque d'artillerie. La batterie avait entré les coordonnées et chargé les obus. L'île tremblait sous le bombardement nord-coréen. Les Marines, malgré leur peur, ont riposté contre les forces nord-coréennes. Mais l'offensive ennemie a continué. De petites lumières ont commencé à apparaître lentement, et les drones de reconnaissance et d'attaque nord-coréens se dirigèrent tous en même temps vers Yeonpyeong-do. Les unités de défense aérienne des Marines ont aussitôt détecté et suivi les drones. Les drones menaçaient Yeonpyeong-do en la survolant à diverses altitudes. Les unités de défense aérienne ont appuyé sur la gâchette, tendue. Les obus traversèrent le ciel et frappèrent les drones. Certains, touchés, tombaient en produisant des étincelles, mais d'autres franchissaient la défense aérienne et poursuivaient leur attaque vers l'île. Yeonpyeong-do était un véritable enfer. Les Marines interceptaient les drones avec leurs fusils et mitrailleuses, formant un réseau de défense anti-aérienne. Malgré cela, la Corée du Nord poursuivait les bombardements, et les drones arrivèrent toujours. L'unité de Yeonpyeong défendait l'île. Dans cette situation, lorsque l'armée sud-coréenne a été perçue comme avançant vers le nord, l'armée chinoise a décidé de déployer une division supplémentaire en Corée du Nord. La Chine ne pouvait absolument pas abandonner la péninsule coréenne. Ils pensaient qu'en cas d'effondrement nord-coréen, les États-Unis encercleraient totalement la Chine dans le Pacifique Ouest. La Chine a déjà exigé que la police militaire chinoise double ses effectifs, surveiller l'armée sud-coréenne, puis lancer l'opération Grande Muraille. Ils ont dit qu'en cas d'avancée vers le nord par la Corée du Sud, il fallait absolument intervenir. Certaines unités de renfort de l'armée chinoise étaient déjà en train d'entrer sur la péninsule coréenne.
La Chine a informé la police militaire chinoise en Corée du Nord et ordonné de retarder l'avancée sud-coréenne. La Corée du Nord interrompait sans cesse routes et voies ferrées, tout en fortifiant depuis 2024. Il fortifiait la zone près de la zone démilitarisée. La Corée du Sud pensait d'abord que ces actions venaient de la révision constitutionnelle nord-coréenne, mais il s'est avéré que ces instructions venaient de la Chine. La Corée du Nord a poursuivi l'installation d'obstacles anti-chars et de mines dans la zone démilitarisée pour freiner l'avancée sud-coréenne. En conséquence, l'armée sud-coréenne rencontrait de grandes difficultés lors de son avancée vers le nord, et il fallait d'abord éliminer ces obstacles. Ici, à Paju, les bombardements nord-coréens avaient déjà ravagé la zone. Paju est l'endroit où se trouvait la première division. La première division avait déjà terminé ses préparatifs pour l'avancée vers le nord. Actuellement, la Corée du Sud avance principalement vers le nord avec les forces américaines, en se concentrant sur des opérations à petite échelle après les incendies. En raison de la situation, ils ont tout recommencé. L'état-major a passé la nuit à élaborer un nouveau plan. La première division était confiante et attendait l'ordre d'avancer au nord. Puis cela arriva. L'ordre, transmis par radio avec le contrôle du trafic aérien, était d'avancer vers le nord sous l'opération fin de la division. Le commandant de la première division, sans la moindre hésitation, a saisi la radio et a transmis l'ordre à tous les commandants de brigade sur le front. Il ordonne à chaque brigade de lancer simultanément l'attaque sur les objectifs désignés. La 11e brigade doit percer à l'ouest. La 12e E tente d'entrer à Gaeseong par le front. La 15e E contourne par l'est. Les brigades d'infanterie devaient détruire les groupes d'organisation du point ennemi et installations militaires pour ouvrir la voie à l'infanterie. La mission de la première division était de percer à Gaeseong et d'établir une base avancée pour aller vers Pyongyang. Après avoir parlé, le commandant de la première division a poussé un profond soupir. Il semblait penser que cette opération causerait de lourdes pertes. Le commandant de la première division portait une croix. Il essayait sans doute de chasser son anxiété actuelle en croyant en Dieu. Puis il a donné de nouveaux ordres. La 11e brigade d'infanterie doit garder un feu croisé et se préparer à des blindés ennemis à l'ouest, face à la résistance nord-coréenne attendue. La 12e brigade doit percer frontalement, en utilisant au mieux l'artillerie pour sécuriser le couloir. La 15e brigade d'infanterie doit détruire les unités ennemies pour sécuriser l'axe est. Les brigades d'artillerie de la 14e division vont bombarder massivement la Corée du Nord. Toutes les installations militaires du groupe d'organisation du Point et de la Corée du Nord étaient totalement détruites. Au commandement de tirer, les obus ont été tirés en succession depuis les canons automoteurs K9 et ils ont traversé le ciel en direction de Gaeseong. La zone qu'ils visaient était un endroit densément peuplé de groupes d'organisation du point nord-coréen et d'installations militaires, et le bombardement intensif de l'artillerie devait jouer un rôle majeur dans la destruction de la ligne de défense de Gaeseong. C'était une histoire d'actualité. C'était une histoire. C'était un monde visuel. C'était un monde visuel. C'était un monde visuel.